Tout au sud du continent africain, la Namibie. À Windhoek, la capitale, se construit un monument pour célébrer l'indépendance. Il y a 20 ans encore, le pays dépendait de l'Afrique du Sud et de son régime d'apartheid. On laisse en revanche cette statue à la gloire des soldats allemands, ceux qui ont massacré les Herero et les Nama du pays. Majoritaires avant le génocide, ces deux peuples ne représentent plus que 10% de la population namibienne. Les descendants de survivants, comme Esther Munjongwe, tentent de transmettre la mémoire du génocide. Vous avez commencé ? Pas mal. Ces deux-là sont bien, il faut les mettre aussi. Depuis quelques années, elle organise ces expositions pour la communauté Herero. Elle tente d'informer ceux qui le souhaitent sur les détails de ce qu'il s'est passé il y a un siècle. En plus de ceux qui étaient pendus, il y avait des gens qui étaient fusillés. Dans les camps, les gens vivaient dans des conditions très difficiles. Et il n'y avait pas que des adultes. Le but de cette exposition, c'est d'éduquer les gens, et surtout ces jeunes. Vas-y, demande-moi ce que tu veux savoir. Pourquoi les Blancs ont fait ça aux Herero ? Parce que les Allemands ont colonisé la Namibie. Ils l'avaient appelé le sud-ouest africain allemand. Ça s'était décidé à Berlin en 1884. Ils sont alors venus. Ils ont pris la terre comme si c'était la leur. Ils l'ont prise aux Herero, car les Allemands considéraient qu'ici, c'était chez eux. En 1884, l'Allemagne est au fait de sa puissance. Moderne, industrieuse et unie. Il ne manque alors au Deuxième Reich qu'une seule chose, des colonies. Dans la course que se livrent les diplomates européens pour le partage du monde, l'Allemagne est à la traîne. Il faut rattraper ce retard. Toute grande nation européenne devait se constituer un empire et avoir au moins des colonies en Afrique. Il restait peu de place pour les Allemands et donc Bismarck profite du fait qu'un marchand allemand, Luderitz, débarque dans une terre qui n'était encore revendiquée par personne et puis très rapidement il saisit l'opportunité pour la déclarer en 1884 comme une terre allemande. Au bout du monde, juste à côté de l'Afrique du Sud, cette terre appartient pourtant à ces deux peuples, les Herero et les Nama. À l'issue du génocide, les 2/3 des Herero et la moitié des Nama auront été exterminés. Pour l'heure, en cette fin de 19e siècle, ils assistent sans bien la comprendre à la montée en puissance de colons qui fondent des îlots d'Allemagne dans cet immense territoire. Comme ici, à Swakopmund. Quand la guerre avec les Herero a commencé, quand cette résistance s'est développée, les Allemands ne s'y attendaient pas du tout. L'idée dominante était celle du pouvoir des Blancs, de la suprématie de la race blanche qui devait s'opposer à toute résistance des Africains. En janvier 1904, la guerre éclate. Sur ces images, des fermes allemandes incendiées. Les Herero, les premiers à se rebeller, sont caricaturés en sauvages, assoiffés de sang. À leur grande surprise, et malgré leurs canons, les colons allemands sont contraints à vivre retranchés autour de quelques bastions et sont tenus en échec durant les premiers mois.
Le haut commandement en Allemagne avait une vision différente de la réalité. Il ne pouvait pas imaginer les Allemands perdre face à des Africains et était très en colère. C'est la raison pour laquelle on fait venir un général de triste réputation qui est connu pour sa brutalité et pour sa manière forte. Le général Lothar von Trotha. Il a construit sa carrière dans l'armée coloniale. Il a déjà écrasé une rébellion en Tanzanie. Sa réputation le précède. Il arrive en Namibie en juin 1904 avec ses renforts venus d'Allemagne. Des centaines d'hommes de troupes débarquent à Swakopmund et gagnent le cœur du pays. Beaucoup des officiers supérieurs, comme Ritter von Epp, qui arrivent alors, pensent avec von Trotha que c'est une bataille pour l'avenir de la race blanche, pour l'espace vital, et une bataille pour la survie de l'Allemagne à l'international. C'est vraiment à ce moment-là que ce qui n'était qu'un petit conflit colonial a dégénéré. Nous sommes au mois d'août 1904. Tout est prêt pour la bataille décisive contre le peuple Herero, la bataille du Waterberg. Le Waterberg, c'est ce plateau riche en eau. En août 1904, les chefs Herero l'ont choisi car, pensent-ils, il pourra fournir à leur peuple un abri naturel. Aujourd'hui, ces terres appartiennent encore à des descendants de colons allemands. Zen Gavierwe est l'un des seuls Herero à avoir pu racheter une propriété. Un siècle après, il est de retour là où vivaient ses ancêtres, là où son peuple a mené son dernier combat. Ce livre que j'ai amené est assez connu. Il s'appelle « La bataille des troupes allemandes dans le sud-ouest africain ». Ça a été publié à Berlin en 1906. C'est le rapport militaire complet des opérations. Les Allemands étaient très bien renseignés. Sur cette carte, on voit les positions précises de chaque commando. Par exemple, il y a celle de mon grand-oncle. Et là, ce sont les hommes de Samuel Maherero. Ici, il y avait toute la population Herero. Ça représentait à peine la taille d'une ville allemande moyenne et ils avaient décidé d'affronter l'une des plus importantes puissances européennes qui comptait des millions d'individus. Il faut reconnaître que ce n'était pas un très bon plan. Durant des jours, les troupes allemandes se positionnent pour encercler la population Herero dans le Waterberg. Le 11 août 1904, elles passent à l'attaque. Ce premier jour, les guerriers Herero emmenés par Samuel Maherero opposent une résistance désespérée. Sur cette photo, on voit l'un des leurs, mort au combat près du point d'eau d'Amakari. Le soir même, dans la nuit du 11 au 12 août, les Herero, comprenant leur infériorité, décident de fuir vers le désert. C'est alors qu'ils ont brisé le siège de l'armée allemande. Ils ont pris la direction d'Omaeke, qui est une partie du désert du Kalahari. Ils espéraient atteindre ce qui est aujourd'hui le Botswana. Les gens ont commencé à mourir de soif, d'autant que certains points d'eau ont été empoisonnés. Et puis surtout, beaucoup ont été massacrés par les soldats allemands. C'est là que la plupart des gens sont morts, dans cette partie du pays.
Ce qui est crucial ici, c'est que l'armée allemande s'en est prise à la population qui s'enfuyait. Ils ont pourchassé les héros qui avaient pris la fuite. Pas uniquement les guerriers et les soldats, mais l'ensemble de la population à travers le désert, c'est-à-dire les femmes, les personnes âgées et les enfants, qui ne faisaient alors pas partie de l'armée des héros. C'est la raison pour laquelle les historiens parlent de l'aspect génocidaire de la guerre. Des milliers de personnes sont mortes dans le désert. Le 2 octobre 1904, le général von Trotta fait diffuser un document, un ordre d'extermination qui va définitivement transformer cette guerre en génocide. Moi, le grand général, j'envoie ce message au peuple héréro. À l'intérieur des frontières allemandes, chaque homme héréro, avec ou sans armes, avec ou sans bétail, sera abattu. Je n'accepte aucune femme, aucun enfant. Qu'ils s'en aillent ou je laisserai mes hommes leur tirer dessus. Ici, nous avons par écrit un commandement de la plus haute autorité militaire de la colonie, donnant aux troupes carte blanche pour tirer à vue et tuer une population. Il n'existe aucune photo de ces massacres. Même ce dessin tiré des mémoires d'un soldat est un document rare. À l'époque, en Allemagne, le génocide ne passe pas l'inaperçu. Il fait craindre un scandale diplomatique. En décembre 1904, les autorités militaires, avec l'accord du Kaiser Guillaume II, réussissent à faire reculer von Trotta. L'ordre d'extermination est levé. Par milliers, les héréros sont désormais faits prisonniers. Après des mois de fuite, les rescapés du génocide sont à bout de force. En janvier 1905, ils sont conduits dans des camps qui s'ouvrent alors dans tout le pays. Pour gérer ces prisonniers, ils importent un concept qui a été utilisé durant la guerre contre les Boers en Afrique du Sud. Il s'agit des camps de concentration. C'est la première fois que les militaires allemands utilisaient le concept de concentration lager. L'innovation allemande, c'est d'abord qu'on les fait travailler. Et on les fait travailler dans des conditions extrêmement rudes, où finalement, je dirais qu'on est presque exterminé par le travail. Donc c'est un taux de mortalité même supérieur au camp nazi. Je ne dis pas au centre d'extermination nazi, il ne faut pas confondre. Dans ces camps, il n'y avait pas les chambres à gaz ou la mécanisation des crimes que l'on trouve dans l'Allemagne nazie. Mais je dirais que c'en est la forme primaire. Nous pouvons établir des connexions. Sur ces photos, des prisonniers qui portent des chaînes et ces médaillons qui, comme des bêtes, permettent de les identifier. 16 000 prisonniers vont ainsi bâtir les infrastructures de la colonie. Plus de la moitié en mourront. Ces voies ferrées sont encore utilisées aujourd'hui. L'administration allemande tient alors un compte très précis de ces populations, comme le montrent ces registres. Les prisonniers ont des numéros, on note la date de leur mort et la cause, presque toujours la même. Entkraftung, l'épuisement. C'est dans les détails de ces archives que l'on peut voir l'horreur de ces camps. Chaque jour, le contremaître de ces groupes faisait une liste des personnes qui rendaient compte de leur travail et ceux qui ne le faisaient pas. Chaque jour, la liste diminuait. À partir de juillet 1905, dans l'un de ces camps, les fiches sont même pré-remplies. Chaque jour, il suffit désormais de tenir le compte des morts. Ici 2 hommes, 3 femmes et un adolescent. Le camp de Swakopmund était l'un des plus grands, car c'était une ville portuaire et il y avait beaucoup de travail.
C'était aussi un endroit très sûr, entouré par le désert, ce qui empêchait les gens de fuir. L'environnement était très difficile. Les 2/3 des prisonniers étaient des femmes et des enfants. Les enfants de moins de 5 ans étaient aussi contraints de travailler, de faire des basses besognes, ou étaient loués aux commerçants pour faire la lessive. Ils avaient de la très mauvaise nourriture. Une ration était composée généralement d'une poignée de riz cru et de la farine, avec un peu de chance. Les gens commencèrent à mourir rapidement en grand nombre, dès le début. À Swakopmund, aujourd'hui, on trouve partout ces dates sur les bâtiments. Celle du martyr du peuple Herero. Chers ancêtres, je suis Waimisa Kapeye. Le lieu où nous allons entrer est sacré. On vous demande votre bénédiction. Vous nous avez entendus ? Vous nous avez entendus ? Le cimetière de la ville est le seul endroit où Waimisa Kapeye peut venir honorer sa famille, son arrière-grand-mère et sa grand-mère. Elle était internée au camp de concentration de Swakopmund quand elle était une toute petite fille. Elle a réussi à sortir, mais sa mère, qui était encore détenue, est morte. Elle est enterrée ici, mais je n'ai aucun moyen de savoir où exactement. Ça pourrait être là ou là. Une étendue de sable et ses bosses imprécises pour seule sépulture. Ça, ce sont les ossements de notre peuple. Ils ne les avaient pas enterrés assez profondément. Ils ont juste creusé 1 mètre et ils ont tout recouvert avec un peu de sable. Alors ça ressort. Quand on se balade, on trouve des os et des choses étranges. Et vraiment, ça touche notre cœur. En tant que personne, en tant que peuple, ça nous rappelle ce qu'ils nous ont fait. En 2003, cette pierre tombale a tout de même été installée ici. Et surtout un mur pour empêcher les voitures qui jusqu'alors traversaient le cimetière pour rejoindre les dunes. Mais apparemment, c'est encore insuffisant. Ces gens, comme cette personne-là qui se promène avec son chien, c'est pas bien du tout. On peut rien faire. On a déjà essayé. Ils n'ont aucun respect. Pour eux, on dirait que ça les amuse de se balader comme ça dans un cimetière. Et avec un chien en plus. Des descendants de victimes qui n'arrivent pas à faire valoir leurs droits. Des promeneurs qui piétinent des tombes en toute impunité. Et un pays tout entier qui a effacé la trace de ces crimes. Il y a une explication à ce déni. Elle est à trouver dans l'histoire de la Namibie après le génocide. En 1908, les grands projets d'infrastructure de la colonie sont terminés et les camps ferment. Une loi confisque dans le même temps toutes les terres au peuple Herero et en fait profiter les soldats allemands retournés à la vie civile. La Première Guerre mondiale met un terme à ce rêve colonial.
La Namibie devient sud-africaine et le régime d'apartheid va couvrir le crime du Deuxième Reich jusqu'à l'indépendance du pays en 1990. Le système de ségrégation ethnique, de dépossession, de discrimination a continué jusqu'en 1990. Toutes les informations sur le génocide font surface maintenant et deviennent publiques. C'est très tard, mais la Namibie est un des derniers pays d'Afrique à avoir gagné son indépendance. Le génocide peut enfin être abordé librement. Mais un siècle plus tard, aux côtés des descendants de victimes, il y a les descendants de génocidaires, les petits-enfants et arrière-petits-enfants des colons allemands. Ils ne représentent qu'1% de la population, mais leur influence économique est considérable. Dans leur bar, difficile d'aborder le sujet. Vous voulez parler politique? Allons, on ne parle pas de politique ni de religion dans un bar. Et pas de sport non plus. Ah si, on peut parler de sport. Mais pas de religion et pas de politique. Ça se joue partout en Namibie. Ça vient d'Allemagne. Oui, beaucoup de choses viennent d'Allemagne. Vous aussi, les Français, vous avez d'anciennes colonies, non? Malaise, d'autant que certains nient carrément l'existence du génocide. Les négationnistes ne s'expriment pas devant les caméras, mais ils publient. Et le libraire de Swakopmund, Anton von Wittersheim, vend leurs ouvrages. Il y a beaucoup de livres sur des personnalités et des militaires de l'ère coloniale qui viennent tout juste de sortir. Ça suscite encore un intérêt très fort, cette période de l'histoire. Certains reviennent sur des aspects techniques. Par exemple, l'ordre d'extermination de von Trotha, pour montrer que ça n'était pas ce dont cela avait l'air. Il y a de la nostalgie, oui, pour certains. Quand on est libéral comme moi, ce n'est pas évident qu'il y ait des gens nostalgiques et qui pensent que l'action coloniale était une bonne chose. Anton von Wittersheim est le petit-fils de l'un de ces soldats venus mater la révolte Herero. Mais de cela, des années de guerre, du génocide, des camps, le grand-père n'a jamais parlé. Voilà, c'est lui en uniforme, en 1904, juste avant de partir d'Allemagne. Franchement, je n'ai aucune idée de ce qui l'a convaincu à partir. Son grand-père, comme beaucoup de soldats, est resté sur place après le conflit. Et il a fondé une famille. Là, c'est une photo de mon grand-père en tenue de chasse. Il pose avec un léopard. Sa ferme a prospéré après la guerre sur des terres confisquées aux populations locales. Et là, c'est lui, des années plus tard. Un homme d'affaires et un propriétaire terrien qui avait réussi. J'ai toujours su que mon grand-père avait acheté sa terre à l'État allemand, qui, lui, l'avait prise aux populations. Comme individu, je ne pense pas qu'on puisse le blâmer pour avoir fait l'acquisition de ces terres. Et moi non plus, 2 générations plus tard. Comme individu, je ne peux pas être responsable de ce qui a été fait à cette époque. Et s'il y a des réparations qui doivent être versées, c'est à l'autorité de l'époque de s'en occuper, c'est-à-dire à l'Allemagne. Des réparations
les héros ne sont pas les seuls à en demander à l'Allemagne pour ce génocide. Revenons aux archives, en 1905. Alors que les héros se meurent dans les camps de concentration, la guerre fait encore rage. Les colons allemands affrontent toujours les Nama, au sud du pays. Si ce peuple a un temps collaboré avec l'armée allemande, ils sont entrés en rébellion après les horreurs du Waterberg. Au sud, les Allemands étaient plutôt face à une guérilla. Ils ne connaissaient pas le terrain. En face, les gens de Witbooi ou ceux du chef Fredericks, avec des petites unités très mobiles, harcelaient les lignes d'approvisionnement des Allemands. Mais finalement, petit à petit, ils les ont eus aussi. Hendrik Witbooi a été tué par exemple en octobre 1905. Et puis Cornelius Fredericks, avec ses troupes, s'est rendu en 1906. Quand le capitaine Cornelius Fredericks, le dernier grand chef Nama, dépose les armes, les Allemands en ont cette fois fini avec toute résistance à l'intérieur de leurs frontières. Ce qui va leur arriver, à lui et ses hommes, après leur reddition, va ouvrir l'un des chapitres peut-être les plus noirs de l'histoire du génocide. Il est aujourd'hui au cœur du combat que mènent Anna Fredericks et son mari, descendant direct du capitaine. Autour de Béthanie et de quelques villages, survit ce qu'il reste du peuple Nama. Amen. Le génocide des Nama est très méconnu. Non seulement notre peuple a été massacré, mais nous avons perdu notre culture et les droits sur nos terres. C'est une histoire très triste qui fait mal au cœur. Comme en octobre 1904 contre les héros, le général von Trotha avait émis un ordre d'extermination visant les populations Nama. Nous, c'était le 22 avril 1905. La même volonté d'anéantir un peuple à quelques mois d'intervalle, la même folie. 80% des héros ont été exterminés. Pour les Nama, c'est la moitié de notre peuple qui a disparu. Cornelius Fredericks et ses hommes avaient fait confiance aux Allemands. Ces derniers leur avaient dit que s'ils déposaient leurs armes, ils seraient libres d'aller en paix. Mais en fait, c'était une embuscade. Ils ont immédiatement été arrêtés et emprisonnés dans ce camp de concentration qu'on nomme Shark Island. Shark Island, l'île aux requins où sont envoyés ces hommes, va devenir le camp de concentration le plus meurtrier de tous. Un îlot de pierre sur lequel près de 2000 personnes s'entassent. Parmi elles, donc, Cornelius Fredericks, sur cette seule photo prise pendant sa détention. Contrairement aux autres camps, les cadavres de Shark Island intéressent ici quelqu'un. Le camp de concentration de Shark Island à Lüderitz avait un docteur. Il n'était pas un très bon médecin et personne de ceux qui venaient le voir à l'hôpital ne guérissait. Il faisait en fait des recherches sur ses patients et la majorité des recherches étaient faites sur des cadavres. C'est aussi lui qui est responsable d'avoir coupé la tête à de nombreux cadavres de prisonniers Nama. Elles étaient conservées dans des bocaux à destination de Berlin, où le docteur Fetzer fit de nombreuses recherches sur ces têtes.
Pendant des années, ce chercheur, Christian Fetzer, travaillera sur ces crânes. Ses conclusions, les voici, publiées en 1914, accompagnées de ces terribles photos. On y voit les têtes de prisonniers Nama désignés sous le nom de Hottentot, un terme péjoratif utilisé à l'époque. La musculature du visage du Hottentot le classe sur un échelon inférieur de l'évolution de l'espèce humaine. Il y a sans nul doute des différences de race. Beaucoup à l'époque s'intéressent à ces concepts à l'Institut de la Charité de Berlin. Mais pas seulement. Félix von Luschan demande aussi des crânes en provenance de Namibie. Il y a surtout cet homme, Eugen Fischer, qui se rendra sur place en 1908 pour démontrer les dangers de la mixité des races. Des recherches qui vont connaître un immense succès 3 décennies plus tard. Pendant cette période, le concept de race était dominant. Le concept darwinien de l'évolution avait été adopté par toutes les sciences. L'idée était qu'il y a des races différentes, des races supérieures et des races inférieures. Afin d'examiner ces différences et les frontières entre les races, les médecins et les scientifiques à cette époque voulaient avoir des spécimens de toutes les régions du monde, afin de comparer les parties du corps et les restes humains. En Namibie, la pratique est tellement banale qu'on fait même de cette scène une carte postale. Un simple souvenir qu'on envoie d'Afrique. Les Allemands, effectivement, sont en quelque sorte hantés par la question raciale et qui fait que les Allemands, plus que les autres Européens, sont persuadés de l'idée de la supériorité de la race blanche et à l'intérieur de la race blanche, vraisemblablement aussi de la race nordique, de la race aryenne. On n'en sait rien puisqu'on est dans des théories totalement farfelues. Cela fonctionnait dans les deux sens. On envoyait ces corps aux scientifiques pour leurs recherches et eux essayaient de prouver que ce qu'il se passait sur place, que cette extermination était bien justifiée. De toute cette horreur, aujourd'hui à Shark Island, il n'en reste pas de traces. L'île aux requins est devenue un camping où les touristes viennent dormir sans rien savoir des crimes passés. Rien sur le génocide, à part cette stèle récente posée par Anna et David, les descendants du capitaine Fredericks, en sa mémoire. Mais comble du déni, juste en face, on trouve celle-là, en l'honneur des soldats allemands, morts à la même époque. Un hommage aux bourreaux sur le site d'un camp de concentration. En ville, il n'y a que les élèves de cette école pour s'en émouvoir. Une poignée d'entre eux, dont certains sont d'origine Nama, militent pour qu'un musée soit créé à la place du camping. Les crânes de notre peuple étaient envoyés en Allemagne pour savoir si nous étions des êtres humains. Parce que notre langue et notre aspect étaient différents, ils pensaient qu'on était peut-être d'une autre espèce. Et ils ont fait des analyses sur ces crânes. C'est triste de voir qu'un endroit de cette importance historique termine comme ça. Il faut même payer un droit d'entrée pour y camper. Ces crânes, si nous les récupérons, nous voulons qu'ils soient enterrés là, pour qu'au moins les générations futures sachent ce qu'il s'est passé à Shark Island. Shark Island n'est pas reconnu comme un lieu de mémoire. Et nous voulions faire connaître un peu ça. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. En la mémoire de leur ancêtre, Anna et son mari ont entamé des démarches auprès des autorités allemandes pour faire revenir son crâne en Namibie. Ils en sont certains, la dépouille du chef Nama Cornelius Fredericks
repose toujours quelque part en Allemagne. Ce n'est pas seulement la tête du capitaine Cornelius Fredericks. Il y avait beaucoup d'autres personnages illustres comme lui. Et nous, les survivants, encore aujourd'hui, nous sommes indignés. Nous nous sentons humiliés. Nous réclamons qu'on nous les redonne. On doit nous rendre ces têtes. Ces crânes se trouvent en effet toujours en Allemagne, dans un centre de recherche à Fribourg, et ici, à Berlin, à l'Institut de la Charité, là même où Christian Fetzer les avait étudiés, avec des milliers d'autres. Mais même quand les scientifiques d'aujourd'hui sont disposés à les rendre, il faut pouvoir faire correspondre les restes humains avec les archives de l'Institut. On pourrait regarder si ça apparaît dans le catalogue, si on trouve le numéro 17. Attendez, là, il y a quelque chose. Est-ce que ça pourrait être ça? Oui, le numéro est le bon. Ça semble être le bon. Il s'agit bien de ce crâne-là, même s'il n'y a rien d'écrit sur sa provenance. Les chercheurs de l'époque n'ont pas noté le nom de la personne qui se cachait derrière ces crânes. Aujourd'hui, on nous le demande, à juste titre. Pas de nom, mais des numéros. Le même mépris chez les scientifiques de l'époque que chez les militaires responsables des massacres. La façon dont ont été pratiquée la science à cette époque, ce mélange de méthodes et de croyances en ces théories, c'est vraiment effrayant. 30 ans plus tard, les hommes qui ont étudié ces crânes feront une carrière tout aussi effrayante. Christian Fetzer, par exemple, prendra sous le régime nazi la tête d'un important musée d'histoire naturelle. Mais c'est Eugen Fischer qui aura l'influence la plus décisive. Quand Hitler écrit Mein Kampf, il fonde nombreuses de ses idées raciales sur le travail d'Eugen Fischer. Et donc il y a des passages entiers de Fischer qui va, encore une fois, donner prétexte à Hitler de s'en prendre aux Juifs et aussi aux Noirs. Et sur ces bases de ces travaux-là, la plupart des Noirs et ce qu'on appelle les fameux bâtards de Rhénanie vont être stérilisés durant la Seconde Guerre mondiale. Fischer est devenu un très enthousiaste membre du parti nazi et une force intellectuelle qui a aidé à créer la solution finale. Sur ces images de propagande nazie, un scientifique montre une carte des races à son jeune public pour démontrer les correspondances avec les signes morphologiques soi-disant supérieurs. Les mesures des crânes sont alors toujours en vogue. Ces hommes ne sont pas les seuls à faire le pont entre l'Allemagne coloniale et le régime nazi. Une des forces qui soutiendra la montée du Parti national-socialiste est le lobby impérial, dont notamment Ritter von Epp, que l'on voit ici, avec Hitler. Ritter von Epp était un jeune officier en Namibie. Il devient comme un parrain pour le parti nazi. Il les a aidés notamment à acheter leur journal de propagande. Ritter von Epp suivra le parti nazi jusque dans sa chute. On le voit ici, prisonnier des Américains à la fin de la guerre, aux côtés de Göring. Il y a les hommes qui serviront les deux régimes génocidaires allemands et ces idées qui traversent les années. Les camps de concentration, les études raciales,
la décision d'exterminer un peuple jugé inférieur, l'administration mise au service de ce dessein. Mais quel lien peut-on vraiment établir entre la destruction des peuples Herero et Nama par les colons allemands et celui 35 ans plus tard du peuple juif? C'est l'objet d'un débat historiographique très tendu. Il serait déplacé d'expliquer la Shoah à partir du génocide Herero. Mais c'était un génocide et surtout, c'était la première fois que des gens ne se sont pas contentés d'y penser, mais ils l'ont fait. Ça a cassé quelque chose. Ça a ouvert de nouvelles possibilités. Celles pour les personnes qui ont ce genre de vision de conquérir d'autres terres, de détruire les populations pour libérer de l'espace afin de s'y installer. La colonisation allemande a été comme une matrice. Elle a créé la possibilité d'un État raciste. Elle a introduit les races en tant que catégorie dans la loi allemande, ce qui n'existait pas avant. Les gens préfèrent dire que les racines de l'ère nazie se trouvent dans la fin de la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles, avec ses conditions de règlement injustes envers l'Allemagne, qui ont énervé tout le monde. Ce n'est évidemment pas aussi simple. On ne peut pas exclure la colonisation. Où les Allemands se sont-ils battus entre la guerre franco-prussienne de 1871 et la Première Guerre mondiale? Ils se sont battus ici, en Afrique, dans les colonies. Si l'Allemagne a depuis longtemps fait face à son passé nazi et demandé pardon pour l'Holocauste, il n'en va pas de même pour le génocide du Deuxième Reich. En plus d'un siècle, cette messe est le tout premier geste d'apaisement. Une cérémonie pour permettre aux descendants de victimes de se recueillir. L'Institut de la Charité de Berlin s'apprête à rendre 20 crânes à une délégation Nama et Herero. Les scientifiques ont pu certifier qu'ils venaient du camp de concentration de Lüderitz, mais ils n'ont pu donner aucun nom. Dans la délégation, il y a bien sûr David Fredericks, le descendant du grand chef Nama. Le problème, c'est que parmi les crânes, il n'y a pas mon ancêtre. Ils n'ont pas mis de nom sur les crânes. Ils ne sont pas identifiés. Alors que nous savons que le corps de mon grand-oncle, Cornelius Fredericks, et ceux d'autres chefs importants ont été décapités et que les têtes ont été amenées ici. Le gouvernement allemand n'en a pas fait assez. Le retour d'autres crânes, identifiables cette fois, la reconnaissance officielle du génocide par le gouvernement allemand, l'ouverture de négociations pour compenser les terres confisquées aux Herero et aux Nama il y a un siècle. La délégation arrive à la cérémonie de restitution des crânes, avec beaucoup d'attentes. Ces attentes vont toutes être déçues par la voix officielle de l'Allemagne, Cornelia Pieper, la ministre déléguée aux Affaires étrangères.
Mesdames et messieurs, pour l'Institut de la Charité, s'est posée la question du devenir des restes humains accumulés au cours du temps. Des excuses. Nous voulons des excuses maintenant. Dans ce pays, il est coutume d'écouter les discours jusqu'au bout. J'aimerais personnellement vous faire part de mes profonds regrets et de ma honte pour ce qu'on a fait subir à vos ancêtres. Des excuses, nous voulons des excuses. J'ai en haute estime des hommes qui ont été tués il y a 100 ans en se battant pour l'autodétermination de leur peuple. Des paroles d'apaisement que cette ministre déléguée aux Affaires étrangères prononce en son nom propre. Pas un mot sur des négociations pour des réparations éventuelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie malgré tout pour votre attention. Merci beaucoup. La ministre n'aura pas prononcé le mot génocide. Le 4 octobre 2011, des milliers de personnes sont venues accueillir les 20 crânes que la délégation ramène d'Allemagne. L'ancienne puissance coloniale n'a toujours pas reconnu ce génocide. Mais pour la délégation, c'est leur première victoire contre l'oubli. Vous savez, ça a été tellement dur pour nous. Heureusement, Dieu était là pour aider les hommes à aller en Allemagne et ramener un peu de paix.